Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle review Jujutsu Kaisen où on va parler de l'épisode 4 de la saison 2 qui vient de sortir cette semaine. Il s'agira donc brièvement de l'analyser mais aussi de donner mon avis sur cet épisode et notamment sur son animation. Et évidemment, et encore une fois, c'est un format différent des Full Metal Philo que je propose habituellement, donc c'est beaucoup plus chill autant pour vous que pour moi. Et je vous cache pas que je vous montre en ce moment quelques pépites qui vont pas tarder à sortir sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. En parlant d'abonnement, si vous êtes fan de philosophie et de manga, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ce genre de contenu. Le but de ma chaîne étant de comprendre la philosophie à travers les mangas et inversement. Et bien évidemment, vous pouvez quand même écrire en commentaire votre avis sur cet épisode aussi, je serais très intéressé de savoir ce que vous avez pensé de ce dernier. Partie 1, Toji. L'épisode était tout bonnement incroyable. Dans sa première partie comme dans sa deuxième, j'ai adoré l'animation, mais aussi les prises d'initiative du studio MAPPA. Et l'animation de Toji semble avoir évolué, et ça fait totalement sens avec le récit. Rappelons que dans les premiers épisodes, plus on avance, mais en fait dans les premiers même, Toji avait plus l'air de quelqu'un qui était vraiment au chômage, qui était pas bien, bref ça reflétait sa situation économique et mentale. Et plus il va rentrer dans le combat, plus il va aimer ce qu'il fait, et plus il va être magnifié dans l'animation, et ça le studio MAPPA nous l'a très bien montré. Pour la petite anecdote, il sort d'une longue période de pause suite justement à son mariage, à sa vie de père, mais aussi à la dépression qu'il a eue suite à la mort de sa femme. De ce fait, il est normal que se remettant petit à petit dans le bain des combats et justement de la traque, il devienne de mieux en mieux animé parce qu'il est de plus en plus fidèle à lui-même, montrant d'ailleurs qu'il récupère progressivement ses capacités. Et parlons-en de ses capacités. C'est justement un bel exemple d'animation où la forme est au service du fond et du sens inhérent au manga, permettant ainsi une double lecture du personnage. En comprenant que cet épisode va tourner plus autour de Toji et de façon différente, du moins pour la première partie. Au point où on refait carrément la scène de fin de l'épisode précédent, mais où cette fois Toji n'a pas l'air d'un dangereux psychopathe, parce que je pense que dans l'épisode précédent, ils ont voulu accentuer l'aspect antagoniste et l'aspect détestable. Je rappelle que dans l'épisode d'avant, il tue Gojo et il tue Riko, c'est une menace, et c'est très bien montré, d'ailleurs tout le monde l'a ressenti, Toji est véritablement une menace dans l'épisode d'avant. Là par contre, on a droit à un peu plus de complexité, un peu plus de relief, autant physiquement que mentalement pour ce personnage, plus de mise en scène. Non, vraiment, ils ont remanié la scène pour faire désormais un Toji beaucoup plus magnifié, beaucoup plus complexe et beaucoup plus sublime d'une certaine façon au niveau corporel. Désormais, nous avons une véritable représentation visuelle glorifiant sa puissance et enfin sa vitesse. Car rappelez-vous, je vous avais dit que ça m'avait dérangé dans l'épisode d'avant que sa vitesse soit évoquée mais pas représentée. En effet, on voyait des bouts d'immeubles qui explosaient, le regard de Gojo était un peu perdu, mais on le voyait pas rapide. Là, on le voit enfin en pleine action et qu'est-ce que c'est bon de voir l'antagoniste aussi fort au combat rapproché. Bref, on a droit à une véritable vitesse, mais aussi à une véritable musculature pour le Toji, et tout bodybuilder devrait prendre exemple sur lui. C'est vraiment une musculature qui a l'air vraiment fonctionnelle, et pas juste pour faire de la masse et être lourd. Toji, c'est le primat du corps dans Jujutsu Kaisen, et MAPPA l'a très bien animé. Le combat et son affrontement avec Geto. Au niveau du combat, et maintenant plus vis-à-vis de Geto, on a eu des petits rajouts aussi au niveau des fléaux qu'il mobilisait et de sa façon de combattre, et j'ai trouvé ça extrêmement plaisant. Le style de Geto au combat est génial et ces différents fléaux montrent justement que c'est un vrai manipulateur. Même si Toji, je crois, à un moment lui dit « Ouais, t'es pas très fort en tant que manipulateur de fléaux plutôt qu'invocateur. » Mais c'est pas grave, on adore voir Geto, et ce jeune Geto en plus se bat pour la bonne cause. Surtout que rappelons que c'est un Geto qui, à ses yeux, a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre dans ce combat. Et merci encore une fois, bon, la vidéo devrait s'appeler Merci MAPPA, mais merci, pas ceux qui font les sous-titres, mais ça on reviendra plus tard, mais merci MAPPA pour ces rajouts, parce que dans le manga, si je me rappelle bien, c'est juste un échange où Toji est en haut et puis il descend, et puis graduellement pendant qu'il descend, il détruit le dragon de Geto et puis la femme là qui pose la question, où il dit la fameuse phrase « T'es pas mon genre ». Bon, génial cette phrase aussi dans l'épisode, et là par contre on a une représentation visuelle magnifique avec beaucoup de scènes rajoutées, pas qu'au niveau des fléaux mais aussi au niveau de la présentation du personnage qui est Toji, avec les différentes portes, renforçant le mystère mais en même temps dévoilant ses capacités, alors que Geto lui justement est un peu perdu, un peu confus, où il en est, où est Toji et justement sur quoi se base son pouvoir à ses yeux. Bref, c'est une très belle scène rajoutée qui vient totalement servir le propos et encore une fois montrer à quel point Toji n'est pas un adversaire comme les autres. Et d'un point de vue personnel, le bouc prend vraiment son pied en se battant. Genre regardez le sourire de Toji en permanence. On avait une esquisse de sourire dans l'épisode d'avant, mais là par contre il est dans son élément, il le maîtrise, il donne même des leçons à Geto pendant qu'il est en train de se battre avec lui. Non, véritablement Toji s'est passé de la menace sauvage à
le tueur d'exorcistes. Vraiment, il a retrouvé ses capacités. Et donc, je ne vais pas avoir peur de le dire, cette saison 2 me plaît beaucoup plus que la saison 1 au niveau de l'animation, parce qu'au niveau de la saison 1, c'était très sombre, d'accord, c'est l'atmosphère de JJK, tout ça, mais dans la saison 2, même si c'est des couleurs plus chatoyantes, même si c'est plus vif, ça n'empêche pas que l'essence du manga est quand même représentée, à savoir une accumulation de traumas. Et oui, cette saison est censée montrer un passé où tout allait bien, jusqu'à ce qu'arrive un événement, Toji, et chamboule tout, parce que l'effet Toji a totalement redéfini l'univers de JJK après, autant vis-à-vis de Geto, que vis-à-vis de Gojo, que vis-à-vis justement de la Société des Exorcistes, vis-à-vis de Tengen, bref, vous avez compris. De ce fait, continuez avec cette DA s'il vous plaît, qui plus est pendant l'arc Shibuya, mais un détail va vraiment me chagriner dans cet épisode, enfin j'y arrive pas, c'est la traduction. Attention, j'ai beaucoup de respect pour les traducteurs Crunchyroll, ils travaillent, ils doivent mettre l'épisode à temps, tout cela, enfin, il n'y a que du respect, c'est un vrai travail, c'est monumental. Mais il y a beaucoup d'ellipses aussi, notamment au niveau du fait que Toji, est sur le point de dire que son fils, ou peut-être même que c'est dans l'épisode, mais il est sur le point de dire que son fils, il lui a donné ce nom, bon, il le dit, mais que ce nom signifie bénédiction. Dans le manga, il montre très bien que, comparé à Toji et Geto qui avaient des pouvoirs et qui lui n'en a pas, il développe un très grand complexe d'infériorité vis-à-vis de la Société des Exorcistes, et lorsqu'il comprend que son fils en a, et qui plus est que c'est son fils, donc il a vraiment fait quelque chose de significatif dans ce monde, eh bien, il lui donne le nom de bénédiction. C'est très puissant pour montrer la relation Toji-Megumi, et au fur et à mesure de l'épisode, ils ont choisi de le montrer progressivement, cela. Pourquoi pas? Mais s'il vous plaît, je veux dire, ça aurait été tellement plus beau de voir ce moment. J'attendais ce moment avec impatience pour pouvoir défendre Toji et son amour pour Megumi. La plus grosse erreur de traduction viendra plus tard dans le combat contre Gojo. Et ce combat-là... on en parle. Mais hop, juste avant, on en finit avec Geto, parce que après ce combat, on comprend pourquoi Geto est traumatisé et va justement connaître son renversement moral. L'événement Toji est très puissant aussi, mais il perd Riko, il pense avoir perdu Gojo, et surtout les paroles que lui dit Toji, il lui dit rappelle tant, vous avez été béni par des grands pouvoirs, rappelons encore une fois la place des exorcistes dans la société, et pourtant vous avez été battu par un macaque. N'est-ce pas l'expression que va reprendre Geto en permanence quand il va mettre en place son culte? Dans le guidebook, Gege nous explique que Geto est dans le coma à ce moment-là, et que justement il entend les paroles de Toji, mais c'est resté marqué dans son inconscient. C'est vous montrer à quel point Toji a marqué les personnages, et aussi le personnage de Geto, enclenchant un nouveau mécanisme dans le cerveau de Geto, instituant son renversement moral. Petite parenthèse, le coup de pied, il n'était pas nécessaire, il n'était pas dans le manga. Mappa, cette fois, vous voulez vraiment faire un ennemi national. On adore Geto, surtout le jeune Geto, il faut le protéger, c'est un bébou. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi rajouter ce coup de pied? Enfin, ça c'était pour l'anecdote. Un Toji rejeté. On en arrive à Gojo, vous inquiétez pas, parce que oui, Gojo est le centre aussi de cet épisode, tout comme le centre de l'univers, mais ça on reviendra. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce qui a amené Toji à continuer le combat, et ça nous est montré pendant une scène qui paraît anodine, mais qui pourtant est importante. La scène où Toji livre Amanae au culte stellaire. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est la proximité qui est mise en place entre Toji et l'autre personnage que je ne me rappelle jamais son nom, on va l'appeler le fonctionnaire. J'ai toujours appelé le fonctionnaire, il a un petit costume, il fait des missions, tout ça. Donc ce fonctionnaire-là et Toji semblent être très proches, même si ça a l'air d'être une relation professionnelle. Et on a un autre petit détail où justement ils sont en train de discuter et Toji l'invite au resto. Toji l'invite au resto. Attention, Toji invite une personne au resto. On connaît Toji, on connaît son rapport à l'argent et surtout son rapport aux hommes et aux femmes. C'est beau, il tente quelque chose. Et il se prend un râteau. Enfin, un râteau, vous avez compris, mais il se prend un refus de la part de cette personne. Et ce qui montre davantage que Toji, malgré les efforts qu'il essaie de faire, est toujours rejeté par son entourage. Il est rejeté par sa famille et son clan. Il est rejeté par le monde des exorcistes. Il est rejeté par ceux envers qui il fait un pas. Et il est aussi rejeté par la bonne fortune. En effet, depuis le début de la saison 2, nous avons plein de petits indices qui montrent que Toji n'a que de la malchance. Que ce soit au niveau des jeux d'argent, mais aussi au niveau des petites baguettes et au niveau... Enfin voilà, il y a plein de moments où Toji ne fait qu'accumuler de la malchance. Bref, tout cela, avant sa mort, vient encore plus rajouter le fait que Toji est un rejeté par le monde. Et c'est justement ce qui va le motiver à se battre contre Gojo. Et pour la petite parenthèse, il y a bien un truc qui est quand même attaché à Toji, même physiquement, c'est son fléau. Rappelons que Geto n'a pas réussi à le maîtriser, même si c'est un fléau de nature faible, parce qu'il a un attachement émotionnel envers Toji. Oui, j'adore Toji, vous allez faire quoi?
l'éveil de Gojo. Mais le vrai tournant de cet épisode, c'est l'arrivée de Gojo, plus fort que jamais, sur ses deux pattes, et un Toji totalement confus face à lui. Gojo a enfin pu maîtriser par son moment de mort. Il aurait fallu qu'il connaisse vraiment une défaite totale pour pouvoir vraiment ressentir la nécessité d'atteindre ce sort inverse, ou reverse course technique. J'ai le nom en anglais, je sais pas si on dit sort inverse en VF, mais bon. Et de ce fait, régénérer son corps, mais aussi ses pouvoirs. Rappelons que sa technique bleue, sa technique du coup d'attraction, lui demande beaucoup d'énergie, ça le fatigue. C'est même sur ça que Toji a basé sa stratégie. Et désormais, il connaît son éveil, parce que son énergie est désormais illimitée, et même son sixième œil change de nature, parce que il atteint enfin son état de puissance ultime, son état de pleine conscience. Gojo est désormais conscient de tout. Gojo lévite, Gojo est puissant, Gojo est, oui, au centre de l'univers, parce qu'il a conscience de tout ce qui l'entoure. Il a atteint un niveau de perception omniscient. Il est désormais un dieu sur Terre. Pour mieux comprendre le personnage de Gojo, j'ai sorti une vidéo où on explique sa puissance grâce à l'histoire de la philosophie, et je pense que c'est une de mes meilleures vidéos, parce que véritablement on comprend pourquoi Gojo est l'équivalent d'un dieu dans le monde de JJK grâce à ses yeux. Et même Toji n'arrêtait pas de le dire, son sixième œil, c'est le vrai problème. Parce que Toji fait partie des Zenin et comprend du coup le pouvoir de Gojo et à quel point il est effrayant. Bref, déjà la traduction, Gojo ne dit pas ça dans le manga. Gojo dit, dans les cieux comme sur terre, je suis l'être honoré. C'est tellement plus poétique et plus beau, d'autant plus qu'il le dit en japonais, il dit Tenju Tenge, je veux dire, c'est bon, il l'a dit, pourquoi sortir cette phrase? Les gens qui travaillent avec Crunchyroll, je veux des réponses sous cette vidéo, s'il vous plaît. Et cette scène, l'OST, la représentation de la puissance, Gojo au centre de tout, j'ai eu des frissons. Je suis Team Toji, hein, j'ai eu des frissons. C'était trop fort. Quant à notre Toji, bien évidemment, il continue le combat, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que, et c'est très bien montré, Mappa encore une fois, vous êtes fort. Gojo le regarde de haut, avec un regard quasi méprisant. Mais dans le sens où c'est devenu un insecte pour lui. Il ne représente plus une menace. Et ça réveille les traumatismes de Toji, et on le voit. Rappelons que Toji est un rejeté par le monde de l'exorcisme. Il déteste ce monde. Face à lui, désormais, c'est le summum du monde de l'exorcisme. Et il n'arrête pas de s'auto-convaincre que ce n'est pas un problème. Il le dit, il le sent pas, il le sent mal. La bonne fortune lui crie aux oreilles, il ne faut pas. Toji est à l'écoute, même s'il est tout le temps malchanceux, de sa fortune. Il le montre dans l'épisode 2, justement, de la saison 2. Et là, par contre, il va contre toutes ses cellules et même ses principes moraux. C'est-à-dire, tant que je suis pas payé, je me bats pas. Mais face à lui se trouve tout ce qu'il a traumatisé et le summum de son trauma. Il continuera le combat, et c'est ce qui signera sa défaite. Toji n'a pas pu mettre sa fierté de côté, Toji n'a pas pu réellement évaluer le risque, et surtout Toji aura une dernière pensée pour la seule chose qui compte dans sa vie, à savoir sa femme qu'il a profondément aimée, mais aussi son fils. Et bravo Mappa, bravo, vous lui avez offert une très belle mort, notamment avec ces dernières paroles. On comprend enfin pourquoi Gojo a adopté Megumi. La suite pour Gojo et Geto. Mais là, surprise, après ce bel ending, vient la deuxième scène la plus importante de l'épisode. À savoir, nous sommes dans un des repères du culte astral. Geto, qui est sorti de son coma et qui a été sauvé par Shoko, va retrouver Gojo qui récupère le corps d'Amanai. Et là, tout le monde applaudit. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdu parce que je me disais pourquoi ils applaudissent, parce qu'il y a le corps d'Amanai qui pourront rien faire, ou bien parce que Gojo s'est éveillé, mais c'est pas grave. L'élément le plus important, c'est la phrase que dit Gojo. J'ai envie de tous les tuer. Il le dit à Geto, lui demande la permission de le faire, montre encore une fois que c'est Geto la référence morale de Gojo. Gojo est trop fort pour s'encombrer d'une référence morale, et de ce fait, Geto joue ce rôle. Gojo déteste désormais le monde dans lequel il évolue, le monde des exorcistes, un monde qui laisse une fille mourir, un monde qui emploie un mercenaire pour la tuer, un monde où justement elle devait se faire assimiler, où elle devait donc perdre sa jeunesse. Désormais, nous avons la source de la motivation de Gojo pour devenir un enseignant et vouloir changer les choses de l'intérieur. Et rappelons la phrase qu'il aura dit dans le film ou dans le manga Zero: je suis contre ce système qui empêche les jeunes de s'épanouir et de vivre pleinement leur jeunesse. Gojo ne se reconnaît plus dans un monde qui va justement sacrifier une jeune fille et où tout le monde applaudit. Ça n'a pas de sens. Et désormais, il est le plus fort du monde. Il est en capacité de changer les choses. Reste à savoir si Geto l'autorise. Et là, nous avons aussi une scène très importante pour Geto. Geto connaît son renversement moral. Il lui donne le bon discours, mais une dernière fois, parce que Geto n'y croit pas. Geto lui aussi a eu un traumatisme. Geto observe le monde tel qu'il est.
et se rend compte que les exorcistes sacrifient beaucoup trop et que cette société va mal. C'est même le sens de la scène qui a été donnée où justement Toji ramène Amanai au culte stellaire, où on explique que c'est des lois qui ont été faites depuis le 8e siècle. C'est des lois qui vont justement justifier un fanatisme plus tard. C'est des lois anciennes, c'est des conservateurs. Et Gojo et Geto pensent au futur, pensent à l'avenir, pensent à la jeunesse à venir. Soit on protège cette dernière, on la laisse vivre pleinement sa jeunesse, soit on essaie de créer une société de gens plus forts afin justement qu'il n'y ait plus de sacrifices vains. Et la façon dont c'est dit pour Geto est magnifique. Pendant qu'il dit cela, un gouffre se dessine sous ses pieds. Geto n'en peut plus. C'est la fragilité de sa morale désormais qui lui a été enseignée, qui lui a été donnée par les exorcistes. C'est une morale où il ne se reconnaît plus. Et il n'y a rien de pire qu'une morale où on se reconnaît plus, parce que c'est une morale qui n'est pas assez puissante pour nous faire agir, pour nous amener à aller contre tous les obstacles. Et contrairement à Gojo, qui lui est désormais le plus fort et n'a plus de contre-coup vis-à-vis de ses pouvoirs, Geto lui continuera de se sacrifier à chaque fois qu'il va absorber un fléau. Geto va continuer à avoir mal à chaque fois qu'il va en utiliser un. Geto ne peut pas se régénérer comme Gojo. Geto justement ne va que continuer de souffrir, alors que Gojo lui va devenir de plus en plus fort. Cette scène, cette séparation est très bien représentée par ce moment où ils sont tous les deux dos à dos dans des lumières différentes. Gojo est en train de sombrer et Geto est justement en train de tomber dans un gouffre mais qui reste lumineux. J'ai pas compris ce moment-là, parce qu'en vérité, Gojo, lui, il va devenir prof, il va aider les jeunes, et Geto, lui, va créer son culte et va encore plus sombrer. Enfin, je veux dire, j'aurais personnellement inversé les lumières, mais pourquoi pas? Encore une fois, reste à voir ce que nous réserve Mappa pour la suite. Pour le renversement moral de Geto, si vous voulez vraiment le comprendre, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, dans ma trilogie Jijika, n'hésitez pas à la regarder pour mieux comprendre le personnage, notamment via la philosophie de Nietzsche. Et vous avez pensé quoi de cet épisode? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.